Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un question-réponse. Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser relativement toujours les mêmes questions, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour les répertorier. Avant de commencer ce question-réponse, je vous annonce que la semaine prochaine, vendredi 17 avril, si je ne me trompe pas de date, parce que ma spécialité c'est de me tromper dans les dates, mais de toute façon vous avez sous la vidéo pour aller vous inscrire, donc là la date elle est juste. Donc vendredi prochain, je vous donne un cours en direct, un cours dans lequel je vais vous révéler les secrets de mon tagine absolument divin et de sa semoule de couscous. C'est un cours auquel vous allez pouvoir assister avec une petite participation. Vous aurez le choix entre régler 5 ou 7 euros pour participer à ce cours. Vous pourrez à la fin de ce cours télécharger les PDF, un petit book bien présenté avec des explications dessus sur la déshydratation et les recettes, donc les recettes détaillées. Les bénéfices de ce cours de cuisine seront pour Eva les petits plats. Eva les petits plats, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à la découvrir. Elle fait des recettes véganes. Alors ce n'est pas cru, pas spécifiquement cru, mais ce sont des recettes véganes et c'est une fille super chouette, super sympa, qui défend la cause animale, avec laquelle j'ai sympathisé et nous avons en projet de vous faire des vidéos ensemble. Donc elle va venir à Bordeaux. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette cagnotte? Eh bien cette cagnotte, elle va servir à plusieurs choses. Elle va servir premièrement à payer le déplacement d'Eva lorsqu'elle va venir à Bordeaux et lorsqu'elle va tourner des vidéos pour sa propre chaîne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle n'a pas de revenus de sa propre chaîne, donc voilà, elle est sans revenus. En plus, avec les problèmes du Covid en ce moment, ben voilà, les revenus c'est zéro. Et puis également, ces fonds, s'il y en a beaucoup, vont servir. On a plein de projets, on a envie de faire plein de choses ensemble, dont le projet de faire venir des chefs véganes, des chefs pas véganes, des chefs végétariens, des chefs crus. Voilà, faire venir ces personnes dans ma cuisine et on tournera des vidéos ensemble pour vous proposer des programmes intéressants et des programmes gratuits. En ce qui nous concerne, nous sommes là pour répondre aux questions. Donc je vais commencer par la première question. Donc la question de Françoise qui me dit: en cuisine crue, dès que les aliments sont chauffés à plus de 45 degrés, ils perdent leur qualité et ne sont normalement plus considérés comme crus. Pouvez-vous m'expliquer le pourquoi de déshydrater 1 heure à 60 et quel est l'impact sur les aliments? Alors, ça c'est une question qui revient pas tous les jours mais presque. Pourquoi est-ce que je passe à les aliments à 60 degrés? Tout simplement pour éliminer le plus rapidement possible un maximum d'humidité. Lorsque vous mettez votre déshydrateur à 60 degrés, étant donné que vous avez mis dedans des choses qui sont humides, l'humidité s'évapore et fait baisser la température. Donc lorsque vous mettez votre déshydrateur à 60 degrés, au cœur de votre aliment, il ne fait jamais 60 degrés. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la déshydratation, pour qu'elle soit réussie, eh bien, il faut éliminer rapidement l'humidité. Sinon, c'est un incubateur. Vous avez de la chaleur, de l'humidité, des sucres, des fibres et ça prolifère. Donc, si vous voulez réussir vos déshydratations, il faut commencer la première heure et parfois même les 2 premières heures. Quand ce sont les tomates, il faut commencer les 2 premières heures à 60 degrés. C'est hyper important. Ensuite, est-ce que les aliments sont intacts? Les aliments intacts, ils ne sont intacts que lorsque vous le cueillez de l'arbre et qu'il est mûr et que vous le mangez. Voilà. Donc il ne faut pas pousser non plus la machine trop loin. Vous allez préserver en tout cas un maximum de nutriments avec la déshydratation et même en passant la première heure à 60 degrés. N'essayez pas d'être plus blanc que blanc, c'est déjà super de manger cru, de mettre plus de cru dans son assiette, de faire de la déshydratation, c'est déjà super, n'en demandez pas trop. Et donc, en tout cas, pour préserver votre déshydratation et pour qu'elle soit réussie, moi je vous conseille de passer la première heure à 60 degrés et ensuite à 45.
toutes les personnes qui vous disent 42 degrés ou 40 degrés, il faut 50 heures de déshydratation. Si vous oubliez, si c'est pas bien déshydraté, ça moisit, vous perdez tout ce que vous avez fait, donc je vois pas l'intérêt. Voilà, mais après, vous faites comme vous voulez. La deuxième question. Peut-on employer des amandes ou autres déjà moulues dans le commerce pour réaliser les recettes de lait végétaux? Alors, pourquoi pas? Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Maintenant, vous allez le payer cher. Ça, c'est oxydé parce que ça a été haché à l'avance, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc, si vous en avez en stock, vous l'utilisez, ok. Mais si vous voulez faire des laits végétaux, le meilleur lait végétal que vous allez faire, c'est de prendre les amandes entières, de les faire tremper et de réaliser votre lait végétal extra frais. Voilà. Question numéro 3, que faire avec les résidus d'extracteur? Alors ça, c'est une question, pareil, c'est tous les jours qu'on me la pose. Les résidus d'extracteur, si on trouve un grand intérêt à faire des jus pour reposer le système digestif, c'est justement parce qu'on enlève les fibres. On enlève les fibres, d'un côté on a le jus, d'un côté on a les fibres. Ce qu'on veut, nous, c'est toutes les vitamines, tous les nutriments qu'il y a dans le légume et qu'on a dans le jus, et non dans les fibres. Les fibres, bien sûr qu'au quotidien, on en a besoin. Sur le long terme, on en a besoin. Mais pour faire une pause digestive, on décide de se nourrir avec le jus. Donc les résidus, moi, je ne suis pas pour les manger. Ce sont des râpes intestinales. En général, si on se met à faire une cure de jus, c'est parce qu'on a besoin ou de changer d'alimentation, ou qu'on a un système digestif fatigué, ou qu'on a un intestin fragilisé. Donc non, les fibres, on ne les mange pas, on ne les déshydrate pas. Les fibres, vous les mettez aux poules si vous en avez, vous les mettez au compost si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, eh bien vous les mettez à la poubelle. Pourquoi doit-on faire tremper les graines? Alors, Annie, pourquoi est-ce que l'on fait tremper les graines? Tout simplement pour enlever les inhibiteurs d'enzymes. C'est-à-dire que autour de chaque graine, il y a des enzymes qui attendent le meilleur moment pour faire germer la graine. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un certain taux d'humidité, une certaine température. Et en attendant les conditions idéales, ces inhibiteurs d'enzymes permettent à la graine d'attendre, de ne pas moisir, de ne pas être mangé par tous les animaux. Voilà, c'est un répulsif aussi. Donc ces inhibiteurs d'enzymes, si on ne fait pas tremper les graines, eh bien ça nous empêche, nous aussi, d'absorber les nutriments. Donc les graines, autant que possible, eh bien il faut les faire tremper. Donc en fonction des graines, c'est en moyenne 8 heures. Bien les rincer et ensuite on les consomme. Pourquoi ne pas donner les recettes en poids? Martine, ça aussi c'est une question récurrente. Pourquoi est-ce que je donne les mesures en volume, en tasse, une demi-tasse? Parce que c'est beaucoup plus facile, parce que j'ai appris, on va dire, la cuisine avec des recettes anglo-saxonnes et ils mesuraient tout en cup. Donc maintenant je dis plus cup, je dis tasse. Et j'ai trouvé ça super pratique. Lorsqu'on me demande ça fait combien en poids, je ne peux pas vous dire parce que ce sont des volumes. Une tasse d'amandes, ce n'est pas le même poids qu'une tasse de graines de lin. Et ce n'est pas le même poids qu'une tasse d'eau. En fait, je peux vous dire juste qu'une tasse, c'est 250 ml quand c'est un liquide, quand c'est de l'eau. Mais pas quand ce sont des graines. C'est pour ça que je ne convertis pas et que je ne peux absolument pas prendre le temps de vous faire la conversion et de réécrire toutes mes recettes. Mes recettes ont été écrites en volume et donc si vous voulez les suivre, je vous invite à acheter des tasses, ça coûte pas cher et c'est vraiment pratique. Et achetez-vous un jeu de tasses, enfin même au moins 2, comme ça vous pouvez en avoir un sec et un humide lorsque vous faites les recettes. Et puis achetez également les petites cuillères de mesure. Question numéro 7 de Michel. Depuis combien de temps n'as-tu pas eu de grippe? Alors, depuis combien de temps? Honnêtement, depuis qu'on mange cru, même si je ne suis pas à 100% cru, je n'ai plus jamais eu de rhume ou de grippe ou de quoi que ce soit. Et mon époux non plus. Question numéro 8. Organises-tu des stages pratiques de cuisine chez toi? Pareil, c'est une question qui revient très très souvent. Hop, ça se déplace. Je crois que j'ai plus de piles. Donc c'est une question qui revient très souvent. Je ne fais plus de stages pratiques qui s'adressent au public
chez Cuisine Academy, puisque maintenant je me consacre aux professionnels. Alors, on prévoit, pas pour 2020, mais pour 2021, les personnes qui auront fait la formation ProPousse, je vous rappelle, qui est finançable par votre fonds de formation, on fera des propositions de stages de cuisine. Voilà, c'est à l'étude, mais pour le particulier, il n'est absolument pas prévu de stage de cuisine. Bon, je vais le laisser en travers. Question numéro 9. Quels sont les appareils indispensables pour réaliser tes recettes? Alors, d'une manière générale, pour faire mes recettes, il vous faut un blender hyper puissant, c'est-à-dire un blender qui fasse au moins 1200 watts. Il vous faut un robot avec la lame S. Il vous faut un déshydrateur. Et voilà, ce sont les 3 appareils. Et puis un extracteur de jus. Mais l'extracteur de jus, à la limite, je ne fais pas les recettes avec. Ça me permet de faire des cures de jus, ça me permet c'est un palier pour passer au cru. Et puis c'est bien agréable quand je veux faire des cures de jus, effectivement, je me sers. Mais autrement, il y a 3 appareils, un blender, un déshydrateur et un robot lame S. Après, il y a des petits outils, bien sûr indispensables, des bons couteaux et une bonne planche. Et puis avec ça, vous êtes équipé. Question numéro 10. Faut-il faire tremper les graines de chia et de lin comme les amandes pour enlever les inhibiteurs d'enzymes? Alors, bien sûr, ce serait bien, sauf que les graines de lin et les graines de chia, en général, on s'en sert certes pour leur richesse en oméga 3, mais surtout pour le mucilage aussi qu'elles dégagent lorsqu'elles sont humides et qui nous permettent, dans l'alimentation vivante, de servir de colle, de servir pour amalgamer, pour que les craqueurs se tiennent, pour que les préparations s'épaississent. Voilà à quoi ça nous sert en général dans l'alimentation vivante, pour faire gonfler une préparation. Donc effectivement, il ne faut surtout pas en tout cas les faire tremper et puis après les déshydrater parce que vous allez avoir des plaques de carton. Question numéro 11. Comment manger cru si on n'a pas les moyens d'acheter tout bio? Voilà, une question qui revient également très très souvent. Eh bien, si vous n'avez pas les moyens de manger tout bio, on peut quand même manger cru, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux manger pas bio et cru que pas cru du tout. Et après, si vous pouvez panacher, moi ce que je conseille toujours, par exemple, lorsque vous faites des jus, eh bien, dans les jus, on va dire, ne mettez pas du bio parce que les engrais et les pesticides restent accrochés aux fibres. Donc le jus que vous allez sortir n'est pas aussi toxique que si vous mangiez le fruit. Par contre, une évidence, c'est qu'il est moins chargé, il est moins riche en nutriments qu'un fruit ou qu'un légume qui a poussé en bio, puisqu'il a poussé sur une terre pauvre et qu'il a poussé avec des engrais, qu'il a été poussé. Donc nutritivement, il est moins qualitatif, mais il vaut mieux manger du pas bio cru que du cuit. Voilà. Question numéro 12. Combien de temps puis-je conserver mes lactofermentations une fois ouvertes? Les lactofermentations, une fois ouvertes, se conservent au frais. Voilà. Et ça peut durer indéfiniment du moment qu'elles sont au frais et que vous piochez dedans avec un instrument propre, jamais avec les doigts. Question numéro 13. Comment suivre tes formations dans le cadre du CPF? Alors, pourtant, il y a une conférence pour ça, je pense que c'est très très bien expliqué, mais j'ai encore des questions tous les jours. Le CPF, c'est un droit à la formation que l'État vient de rendre accessible à tout le monde. Donc si vous êtes employé, si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez forcément un compte personnel de formation. Il suffit d'aller sur mon compte formation, il suffit de rentrer son numéro de sécurité sociale, son code, un mot de passe, vous mettez votre mot de passe, vous allez arriver et vous allez voir vos droits à la formation. Ensuite, il vous suffit de chercher les formations Cuisine Academy, ça c'est pareil, vous avez le lien sur ma page sur le site. Je vous le mettrai d'ailleurs dessous, le lien direct pour arriver par exemple sur la formation ProPousse. Vous cliquez dessus, vous faites une demande et ce n'est pas l'État qui vous accorde la demande, c'est moi en face qui reçois votre demande et je vous renvoie le devis
accordé que vous devrez accepter. Voilà, ça peut se faire en 10 minutes. C'est très simple. Tout le monde a droit à ce crédit formation à partir du moment où vous êtes employé. Après, si vous êtes fonctionnaire, ça va être débloqué sous peu, mais il suffit que vous contactiez votre caisse des dépôts et ils vous débloquent votre compte formation et vous pouvez en disposer comme vous voulez. Question 14. Manges-tu 100% cru? Je l'ai dit 100 000 fois, non, je ne suis pas 100% cru, même si mon constat est que lorsque je mange 100% cru, c'est là que je me sens le mieux. Mais voilà, pour des questions de convivialité, pour pouvoir sortir, pour pouvoir pas faire pas des histoires, mais pour être un peu comme tout le monde, je continuais à manger un peu de cuit dans mon alimentation. Voilà, je ne suis pas 100% cru. Question numéro 15, comment faire si je n'ai pas de déshydrateur? Alors le déshydrateur, c'est sûr, c'est pas le premier truc qu'on achète quand on mange cru. Il vaut mieux s'acheter un bon blender et puis le lame S et un extracteur de jus. Et souvent le déshydrateur, c'est ce qui vient en dernier. Si tu n'as pas de déshydrateur, tu peux essayer les recettes dans ton four. Vous le mettez au plus bas de la température, on laisse la porte entrouverte, on met un petit bouchon en liège pour coincer la porte, pour que la ventilation et l'humidité sortent. Et voilà, et on peut commencer à faire des essais comme ça. Bien sûr, le truc, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie parce que un four consomme mais vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'un déshydrateur. Sachez que ça aussi, enfin, ce n'est pas une question que j'ai prise là, mais la question de la consommation du déshydrateur est posée régulièrement. Ça consomme que dalle. Un déshydrateur, ça consomme très, très peu d'électricité, très, très peu d'énergie. Question numéro 16. Quel est le budget pour s'équiper et pouvoir cuisiner correctement? Si on veut s'acheter un bon blender, un bon extracteur de jus, un robot lame S, un bon déshydrateur, et puis des verrines, du matos, un presse ceci, des bons couteaux, une belle planche, je pense qu'avec un budget de 2500 €, on est super bien équipé pour manger cru. Voilà, c'est vrai que c'est un montant, mais finalement, quand on le met en rapport avec l'alimentation cuite, c'est beaucoup moins cher que... Voilà, vous avez un super équipement pour moins cher finalement que l'équipement en cuit. Question numéro 17, et je crois que c'est la dernière question que je vais prendre. On me demande quels sont les livres que je conseille lorsqu'on débute en cru. Alors, le premier livre que je conseille, qui est un des premiers livres à être sorti dans l'alimentation vivante et qui est toujours d'actualité, je trouve que les recettes sont simples, sont faciles et quand on débute, elles sont super sympas, c'est le grand livre de la cuisine de Stéphane Berg. Ensuite, le deuxième livre que je conseille, que je trouve aussi très sympa, qui a des recettes faciles à faire et qui sont sympas, c'est Délicieusement cru de Juditha Wigmal. Le troisième livre, c'est La cuisine de Sophie Cerex, voilà, que je trouve sympa aussi. Et le dernier livre que je conseille pour la lactofermentation, ça pour moi c'est un incontournable. C'est pas tous les autres gros livres, je dirais, c'est pas la peine, mais celui-là, il faut l'avoir. C'est Je mange des aliments fermentés et ça me fait du bien de Marie-Claire Frédéric. Voilà, toutes les recettes sont nickel dans son bouquin. Donc voilà les bouquins que je vous conseille. Ben voilà, nous avons répondu aux questions. Merci d'avoir été présent. Je vous rappelle que donc il y a ce cours en direct qui se déroulera vendredi prochain. Je vous rappelle qu'à la fin de ce cours de cuisine, je tirerai au sort un déshydrateur. Donc toutes les personnes qui sont présentes ce soir-là, il faut être présent jusqu'au bout parce que le tirage au sort va être fait devant vous en direct parmi toutes les personnes présentes à cette conférence et donc vous allez gagner un déshydrateur cube de chez Atacama. Et voilà, et donc vous allez découvrir mon tagine et ma semoule de couscous. Les inscriptions sont sous la vidéo. Je vous dis un grand merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!